Bonjour à tous, on va pouvoir commencer la présentation. Donc c'est une présentation qui va porter autour de l'intelligence artificielle, plus précisément l'intelligence artificielle générative, et dans un cadre un peu particulier qui est le cadre juridique. Et donc c'est un petit peu un retour d'expérience, présentation sur le développement d'un outil finalement qui, via l'intelligence artificielle générative, donc via les modèles de langage, va pouvoir permettre à un juriste de pouvoir avoir un accompagnement. Donc du coup, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Vincent Renard. Je travaille chez Covea dans la direction qui s'appelle Smartia, donc une direction qui propose en fait finalement le développement et l'étude d'outils autour de l'intelligence artificielle. Donc pas seulement les technologies autour des modèles de langage et de l'IA générative, mais aussi de l'IA au sens large, donc des modèles plus traditionnels de computer vision, des modèles de NLP. On travaille autour de tous ces sujets-là en collaboration avec les métiers, où du coup on essaye de capter les cas d'usage métier qui pourraient être répondus par de l'intelligence artificielle et d'adresser ces cas d'usage. Et je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je suis un des métiers, à savoir Covea Protection Juridique. Je m'appelle Mathilde et je suis responsable transformation opérationnelle. Alors, il y a quoi dans mon scope? Globalement, je travaille sur des projets visant à transformer les SI, les process, les façons de faire de à peu près 400 juristes qui aujourd'hui évoluent à la protection juridique. Et donc, je vais vous parler de Covea Protection Juridique. Alors, qui on est? Donc, on est une entité qui est née en 2019 de la fusion de deux entités historiques, DAS du côté MMA et APJ du côté GMF et MAF. Et donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, notre entité, elle traite des trois marques, ce qui est un peu une particularité au sein de notre groupe. Au niveau du business, on est leader sur le marché de la PJ, que ce soit en pro et en part, avec environ 16% de part de marché et un chiffre d'affaires en 2024, je vais y arriver, de 309 millions d'euros. Alors, c'est 675 collaborateurs Covea PJ répartis sur 3 sites, Le Mans, Noisy et Montparnasse. C'est 94% de cadres, dont l'âge moyen est de 39 ans, avec une ancienneté environ de 12 ans. Et on est 70% de juristes, donc on est un peu en entre-soi. Mais on fait aussi beaucoup de relations clients et on est majoritairement des cadres. L'activité, elle est scindée en deux. Globalement, on a une prestation de conseil juridique en téléphone, par téléphone, en one-shot. Et on a une prestation qui assure la gestion de dossiers. C'est de la gestion de dossiers litiges, et non pas, pour une fois, sinistres. On ne parle pas, nous, à Covea PJ de sinistre, mais de litiges. Et on a pour objectif de résoudre les litiges majoritairement à l'amiable parce que c'est plus court et c'est plus rentable. Donc, ce dont on vient vous parler aujourd'hui, c'est de l'idée de JudiChat. Alors, JudiChat, c'est quoi? C'est un assistant juridique nouvelle génération. Alors là, je sais que j'ai capté l'attention de tout le monde, bien sûr. En fait, sur les années 2023-2024, on a été explorer plusieurs solutions des legal tech, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un bon juriste, c'est quelqu'un qui cherche de manière pertinente et de manière efficace. Quand on a dit ça, on se rend bien compte que l'IA générative, elle va venir un petit peu torpiller tout ça et très certainement être disruptive. Donc en 2023, on a commencé un petit peu à explorer ce qui se faisait du côté des legal tech et on a vu une opportunité stratégique. C'est le développement en fait d'une solution interne. Pourquoi? Parce qu'on a une data énorme. On sait que le cœur de l'IA générative aussi, c'est de la data, qui est complètement cohérent avec notre position de leader du marché. Et puis en fait, on a un modèle économique favorable, et notamment avec la création de la direction Smartia. Notre objectif, alors, c'était de répondre aux besoins concrets de nos juristes, qu'ils soient en information juridique sur la délivrance de conseils en one-shot ou qu'ils soient en gestion de litiges. Et en fait, notre idée, c'était vraiment de répondre à leurs besoins selon leur activité, mais aussi en fonction de leur profil, qu'ils soient plutôt spécialisés, qu'ils soient plutôt très juniors, très seniors. Voilà, le but, c'était vraiment d'aller sur des cas d'usage par et pour le juriste. La technologie au service du droit. Alors ça, je vais passer assez rapidement parce que Vincent a un moment dédié pour vous en parler avec plus de précision. Mais en gros, globalement, c'était l'idée d'avoir une IA générative qui soit spécialisée en fait en droit. Alors,
heureusement pour les juristes, aujourd'hui, le droit français, ça reste un sac de nœuds, pour parler un peu trivialement. Et on se rend compte que, heureusement, ce n'est pas encore disruptif parce que les concepts juridiques sont complexes. Et ça rassure quand on a fait 5 ans de droit. Moi, personnellement, je suis une ancienne juriste et ça me rassure de voir qu'une IA générative n'arrive pas du jour au lendemain à faire ce que j'ai appris pendant 5 ans à la sueur de mon front à comprendre. Donc voilà, on peut s'en réjouir un peu. Et en fait, c'était de se dire que cette IA générative, on va, via un fonds documentaire qui serait validé par des experts juridiques, donner des réponses qui seraient fiables, avec une nécessaire rapidité d'exécution et une sécurité juridique optimale parce qu'elle serait basée uniquement sur des sources fiables. Les avantages, un gain de temps, bien sûr, on se parle rentabilité et productivité. Une réduction des risques d'erreur parce que un junior qui commence à prendre des appels, même si on l'accompagne, même s'il y a du tutorat, du mentorat, tout ce que vous voulez, c'est quand même potentiellement quelqu'un qui risque de faire une erreur. Alors que si on lui demande, enfin si on lui dit d'utiliser un assistant juridique ou au moins sur le côté juridique c'est cadré, ne reste plus que la relation client. Alors vous me direz, reste plus. Vaste sujet la relation client, mais au moins ça c'est fait. La montée en compétences, pour les mêmes raisons. Nos juniors, en fait, on sait que d'avoir un outil qui est intuitif, qui est adapté à son activité, nécessairement, ça va lui permettre de monter en compétences de manière beaucoup plus fluide. Et enfin, se baser sur la mutualisation du savoir, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a 450 juristes qui font beaucoup de choses, qui ont beaucoup de savoir. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément mutualisé tout ça. Et c'est bien dommage. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent qui va vous expliquer comment ça marche. Alors, donc là, on a eu un petit peu le cahier des charges. Donc qu'est-ce qu'on veut que ce projet puisse réaliser, comment est-ce qu'on veut qu'il le réalise. Et maintenant, la balle était dans notre camp finalement pour pouvoir trouver la solution technique qui peut permettre de répondre à ce cahier des charges. Et finalement, la technologie qui est arrivée toute naturellement pour répondre à ce problème-là, c'est la technologie qu'on appelle le RAG et qui permet en fait finalement de pouvoir dans un concept, enfin dans un modèle d'IA générative, de venir lui pousser du contexte, et nous donc dans notre cas du contexte juridique, mais là la problématique c'est de pousser le bon contexte au bon moment. Ça veut dire que quand on a une question juridique précise, on veut que notre outil il aille chercher le texte de loi, la jurisprudence qui vient traiter, qui vient répondre à ce cas juridique précis. Ça pose plusieurs problèmes techniquement parce que le langage juridique est ce qu'il est et il n'est pas le langage avec lequel on pose ces questions. Du coup, il a fallu faire une association, plus de manière sémantique, sur une question juridique. Mon voisin a un arbre qui me fait de l'ombre chez moi, a un texte de loi qui encadre la plantation des arbres sur des limites de propriété. On voit que les mots utilisés dans la question et dans la loi sont très différents et il y a eu du coup un gros travail pour effectuer ce rapprochement et pouvoir trouver finalement quel est le texte de loi qui encadre telle situation. Ensuite, après, on l'a dit, on voulait sécuriser ces réponses-là. Donc ça veut dire que quand on a notre outil qui répond bien, ce qui fait la plupart du temps, on a envie de pouvoir garder cette réponse. Cette réponse, ça a été un cas proposé par un usager, une réponse qui a été fournie par notre outil, et potentiellement, ce cas-là peut se reproduire, on peut réavoir la même question, et à ce moment-là, il faut qu'on profite du moment où le juriste a passé du temps à vérifier cette réponse, à vérifier que cette réponse était bien sourcée, et du coup, il faut qu'on puisse enregistrer cette réponse-là, et en plus, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir la refournir à la personne qui va utiliser l'outil la fois d'après, si elle a un cas très similaire. Donc on a créé finalement un deuxième fonds documentaire qui va venir en priorité des textes de loi et des jurisprudences et qui va venir en fait contenir toutes les réponses qui ont été validées par les juristes seniors. Ça nous permet de pouvoir en première instance, quand on a une question juridique, d'aller chercher finalement dans toutes ces réponses qui ont été validées et ça nous permet de pouvoir savoir si un cas d'usage est très similaire, on propose une réponse qui a déjà été vérifiée, validée par un juriste. Ça nous permet aussi de, via ce fonds documentaire qui est créé, d'avoir en fait une énorme valeur qui est fabriquée à cet endroit-là, parce que cette base de questions-réponses juridiques, elle est partagée par tous et elle est utilisable peut-être potentiellement à l'extérieur de cet outil. On arrive à fabriquer un fonds gigantesque de questions juridiques, réponses juridiques validées par un juriste, qui avant n'existait pas et qui est fabriqué finalement via l'utilisation de l'outil. Hop.
Du coup, j'ai expliqué cette slide-là avant de la montrer, mais vous avez l'idée. Et voilà, vous avez vraiment ce système-là qui permet de le faire. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir finalement à ajouter plus de fonctionnalités à cet outil et à lui permettre potentiellement de décider de lui-même, d'aller chercher peut-être plus dans les textes de loi, d'aller chercher plus dans les jurisprudences, de pouvoir filtrer sur les textes de loi pour, si on veut avoir tel code ou tel code. Voilà, on veut que l'outil puisse, de manière relativement automatisée, sélectionner de lui-même des premiers filtres à l'intérieur des bases juridiques pour pouvoir faire le travail. Hop, et je vais repasser la main pour parler des premiers résultats qu'on a. Je vais continuer. Donc, les premiers résultats de l'outil. Aujourd'hui, on a un outil qui n'est pas considéré comme étant en production selon la typologie classique des projets, mais qui accueille quand même un grand nombre d'utilisations, avec à peu près une centaine d'utilisateurs qui ont accès à l'outil et qui peuvent l'utiliser, ce qui fait que sur son temps d'utilisation, on a eu plus de 20 000 conversations finalement qui ont été effectuées dans l'outil, donc plus de 20 000 questions juridiques qui ont obtenu une réponse, et cette réponse était dans 70% des cas une réponse qui a reçu un feedback positif, donc où le juriste était content de son expérience avec l'outil. C'est plutôt des bons résultats, c'est des résultats surtout qui ont évolué dans le temps avec des indicateurs qu'on a essayé de suivre au plus près en faisant évoluer l'outil le plus souvent possible pour pouvoir coller finalement le plus au cas d'usage qu'on essayait de traiter. On a itéré de nombreuses fois sur le format de réponse de l'outil, sur les choses qu'il va pouvoir dire, sur les choses qu'il ne va pas pouvoir dire, et on a réussi comme ça à maximiser un petit peu ce taux de satisfaction de l'outil. On a encore un petit peu de travail à faire, comme toujours, sur justement ce taux d'acceptation de l'outil, ce taux d'utilisation, mais on est sur quelque chose aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Et les juristes nous font des retours qui sont très positifs. Ils voient vraiment la partie gain de temps à l'intérieur de l'outil et surtout la partie harmonisation des pratiques où maintenant la note juridique sur une question particulière est préformatée par l'outil et du coup même s'ils ont la main pour la modifier, pour la corriger, ça leur permet quand même d'avoir quelque chose qui est plutôt bien sourcé et dont ils sont contents. Ces réponses validées aujourd'hui, on l'a noté, c'est 8600 réponses donc RGV qu'on appelle donc réponses générées validées qui sont dans notre fonds de réponses validées par les juristes. Donc on voit que finalement sur les 20 000 conversations, on a réussi à générer pas mal de fiches qui sont restées finalement dans notre fonds documentaire. Et cette fois-ci, je vais vraiment repasser la main pour parler justement des perspectives et de la suite des opérations un petit peu sur le projet. C'est tellement fluide. Alors, donc la suite. Cette année, sur l'année 2025, vous le voyez, on vient à 2. On envisage un atterrissage des expérimentations dont Vincent vous a parlé, donc une centaine de juristes qui aujourd'hui testent ce prototype. Et en fait, ce sera l'atterrissage d'une belle co-construction avec le métier et l'IT. On a vraiment travaillé ensemble dès l'idéation. Et ce qui nous a permis de produire quand même un outil qui est très très proche des besoins du métier. Et à côté de ça, ce qui est super, c'est que l'IT, ils ont une vision très très concrète du besoin et de ce qui se passe en fait dans les parcours utilisateurs. 2026, 2026, a priori, ce serait le passage à un outil industrialisé. Donc, ce serait pour les 675 collaborateurs de Covea Protection Juridique pour une utilisation. Et ce qu'on espère, c'est avoir une amélioration de la V0 assez rapide, avec un taux de pertinence qui monterait à 90%, parce que voilà, on a des pistes. Une volumétrie de RGV qui soit suffisante pour couvrir environ 95% des demandes et des problématiques qui seraient traitées par les juristes, encore une fois que ce soit à l'information juridique comme à la gestion des litiges, et l'intégration évidemment de nouvelles fonctionnalités, toujours basées sur les besoins quotidiens de nos collaborateurs. Ce projet, au niveau de Covea Protection Juridique, il incarne vraiment la transformation numérique du métier de juriste. Et on est hyper content parce qu'on est un peu pilote sur le sujet. Et les retours sont hyper enthousiasmants. On a vraiment une perspective d'un outil qui soit intelligent, qui soit fiable, qui soit rapide et qui soit évolutif et qui a vraiment été pensé par et pour les juristes.
Et on pense que c'est vraiment un levier de réussite. Il répond à des enjeux d'efficacité, de capitalisation des savoirs, d'attractivité RH. Et ça, c'est un point extrêmement important pour nous parce qu'il faut savoir que on a énormément de jeunes étudiants qui sortent de la fac et qui viennent sur les bancs de Covea Protection Juridique parce que c'est très formateur, notamment l'information juridique. Et là, on va commencer à recruter des générations qui ont été biberonnées pendant leurs études à des outils d'IA générative. Et si, quand ils arrivent dans la société, en fait, ils ont des choses un petit peu obsolètes, on ne sera pas attractif et on va les perdre, on le sait. Ou et c'était un risque que j'entendais dans une des tables rondes, où ils vont faire du shadow IT, ils vont aller sur des trucs pas sécurisés, et donc on va perdre nos données, et ça, personne n'a envie de le faire. Donc vraiment, notre ambition, c'est de faire du JudiChat l'avenir du conseil juridique augmenté. Et je vous laisse sur la petite phrase de Christophe Bardet, qui est notre directeur général. Voilà. Et donc maintenant, si vous avez des questions, il est 17h57. On a été efficace. Hein, ça. Oui, bien sûr, Sébastien. Oui, je m'en doutais. Alors, non, parce que je pense qu'il y a un problème aussi avec les valeurs mutualistes derrière. Donc, en première intention, je te dirais non. Ça n'a jamais même été évoqué. Maintenant, cette source de données, par contre, ce qui a été évoqué, c'est d'en faire quelque chose pour le client en direct. Bien évidemment, forcément, hein, c'est de la donnée très riche qui répond à des cas d'usage qui sont traités au jour le jour. Donc en fait, dans l'idée, la cible, c'est bien évidemment d'avoir la version JudiChat client, qui n'est pas encore au jour d'aujourd'hui écrite, mais ouais, qui est dans la cible, bien sûr. Évidemment. Ça va, t'as été gentil. Ça s'emballe pas. Aujourd'hui, ouais. Alors aujourd'hui, dans l'application, on se sert de données qui sont des données ouvertes finalement en open data, donc les textes de loi qui sont fournis directement par les différents ministères et les jurisprudences qui sont fournies aussi directement. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux manières d'obtenir ces données. Soit on peut les télécharger et les traiter, ce qu'on a décidé de faire, soit on peut faire appel à des API directement, côté Légifrance notamment. Nous, on a fait le choix d'avoir justement toute une mécanique qui permet de télécharger toute cette donnée, de faire un pré-traitement, de faire un filtrage aussi, parce que cette donnée, elle est très très riche, même sur Légifrance, où on a l'intégralité finalement des textes, même ceux qui sont abrogés, et on a finalement beaucoup de bruit à l'intérieur de ces textes qui n'est pas du contenu qui permet de répondre à une question juridique directement. Donc on a eu toute une opération comme ça de pré-traitement des données, où finalement, au risque de me répéter, je pense que ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, mais la donnée d'entrée à l'intérieur d'un système d'intelligence artificielle ou même d'un logiciel au plus large, hein, elle est nécessairement de bonne qualité en entrée si on veut avoir une bonne qualité en sortie. Et du coup, il y a eu tout ce travail de traitement et surtout de gestion des mises à jour. Parce qu'il faut savoir que tous les jours, quand on fait la mise à jour de la base, il y a à peu près entre 1000 et 3000 modifications sur la base de données par jour sur la base de données des textes de loi. Donc il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir détecter les lois qui ont changé, les lois qui sont nouvelles, les lois qui ont été modifiées, et réussir à avoir du coup un fonds documentaire qui soit à jour. Et sur les réponses validées, du coup, les fameuses 8600 réponses validées qu'on a, mais il faut pouvoir aussi vérifier s'il y a changement dans la loi, qu'on n'a pas une réponse validée qui a été générée à partir d'un texte de loi qui aurait été abrogé d'ici là, qui aurait changé. Donc on essaye de faire ce suivi aussi sur ces réponses. Et en rebond de ce que expliquait Vincent, globalement, on a
on peut se dire qu'une révision tous les 3-4 mois, c'est à peu près une récurrence qui permet de sécuriser. Donc ça, c'est la première chose. On est en train de regarder au niveau, nous, de notre organisation et de nos process, avec nos juristes, comment on s'organise pour que, dans un premier temps, ce soit beaucoup l'humain, avec peut-être une petite aide de l'IA dans ce qu'on peut faire, parce que le tri n'est pas forcément simple, le droit étant compliqué. Des fois, les modifications, c'est juste une virgule sans que ça change forcément le sens du texte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a intégré dans l'outil des processus de feedback et même de blocage de RGV. Et donc, quand un juriste habilité voit une RGV avec une source potentiellement fausse, en fait, il est capable de la bloquer pour aller la regarder en back, la modifier, la supprimer si besoin. Donc, on a quand même ce garde-fou sur l'outil. Alors, il y a eu plusieurs endroits où on a eu quelques difficultés. Le premier, on en parlait à l'instant, mais le traitement de la donnée, le pré-traitement de la donnée. C'est vrai que quand on récupère la première fois les extracts de base de loi et puis qu'on se retrouve avec plus de 6 millions de fichiers XML sur son ordinateur, on est très content, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, pour transformer ça en fond documentaire utilisable par une intelligence artificielle, il y a eu pas mal de boulot, pas mal de recherches. Pas mal aussi de réutilisation d'autres projets finalement qui ont déjà existé par le passé et qui ont essayé de faire ce parsing de textes de loi, de pouvoir extraire l'information. Donc ça a été un premier point dur. Et après, sans être forcément une difficulté, mais ça a été une phase très itérative dans le projet où on teste finalement plusieurs formes d'expérience pour l'utilisateur. Est-ce qu'il veut une réponse formatée dès le début? Est-ce qu'il veut pouvoir préciser sa question? Est-ce qu'il veut pouvoir reposer une question une fois qu'il a obtenu une première réponse parce qu'il y a besoin d'une petite précision à laquelle il n'avait pas pensé dans sa question initiale? Voilà, il y a eu toute cette phase d'idéation où on s'est posé beaucoup de questions, on a fait beaucoup de tests. On avait l'avantage là d'être dans un projet du coup d'expérimentation qui nous permettait de pouvoir livrer plusieurs versions de l'application dans la même semaine, pouvoir tester vraiment très souvent et d'avoir des juristes très engagés derrière pour tester l'outil et nous faire des retours très réguliers qui nous permettaient d'avancer un peu plus vite. Alors pareil, en rebond, des juristes très très engagés, mais du coup, dans ces phases d'idéation et d'expérimentation, on s'est retrouvé aussi face à une population d'utilisateurs qui n'avaient pas du tout les mêmes attentes, les mêmes usages. Et en fait, voilà, le droit est une matière extrêmement complexe et chacun a son niveau d'analyse et surtout selon les profils d'expertise n'attend pas la même chose de l'outil. Donc trouver la bonne granularité pour aller chercher tous les usages, ça c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Et qu'il nous faut travailler sur le levier d'adoption et éventuellement envisager des usages qui soient diversifiés selon les profils. Exactement. Et alors, étonnamment, l'obstacle qu'on n'a pas eu, c'est l'appréhension. Parce que les juristes étant des sachants, on avait peur qu'ils se disent dépossédés de leur savoir. Et finalement, en fait, si l'outil pouvait faire le métier à leur place, finalement, c'est un peu comme nous avec Copilot, on est bien contents. Donc voilà, tant mieux. Merci à tous en tout cas pour Merci avoir beaucoup.